Bienvenue dans l'inconnu. Je suis Arnaud Casali et j'ai décidé d'inverser le jeu dans un monde qui catégorise trop vite. Et si nous redonnions du sens en mettant le qui es-tu avant le que fais-tu? Je vous invite à découvrir une voie, un parcours, des réflexions sur les grandes thématiques de la vie sans connaître le métier ou le statut de mon invité. Son identité, célébrité ou inconnu, vous ne la découvrirez qu'à la fin de l'épisode. D'ici là, vous n'avez qu'une chose à faire, écouter, ressentir et vous laisser toucher par cette histoire qui pourrait, par endroits, être la vôtre. On a de l'air, on est dans la montagne. Oh oui, mon valérien. Ouais. Donc on est 250 mètres sur ce terrain. Ça donne un peu d'air. Ça donne un peu de visibilité sur la capitale. Bon, en tout cas, je suis très content d'être avec toi. Et moi aussi. Merci pour ton accueil, viennoiserie, café. Oui, c'est important de bien commencer la journée. Eh ben, on commence bien la journée. Merci beaucoup. Merci de ton temps et merci de ta confiance. On les a croisés une fois lors d'un événement organisé par Ilia Lefebvre. Donc je me rappelle plus le nom de l'événement, pardon Sylvie. Focus XP, où tu intervenais, mais je vais pas plus rentrer dans le détail parce que sinon ça va en dévoiler plus sur ton métier. Ravi de t'accueillir ici. Et merci de prendre ce temps avec moi. Où est-ce que tu nous reçois ? Je vous reçois dans un endroit qui va être à la télé demain, puisque je suis au Mont Valérien à côté de Paris. Et en fait, on est la veille du 18 juin et donc on aura à proximité toutes les cérémonies pour l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Comment t'arrives pour notre échange ? Dans quel état d'esprit ? Moi, je dis « mieux serait indécent ». Donc c'est une phrase que je cite souvent parce que je la crois vraiment. C'est pas une posture. Je crois vraiment que j'ai beaucoup de chance de vivre la vie que je mène. Beaucoup de chance. C'est Mère Teresa qui disait un truc que j'aime beaucoup, qui disait que t'as un toit au-dessus de ta tête, tu manges à ta faim et t'as un lit. Tu es plus riche que beaucoup de gens dans le monde. Et ça, je le pense sincèrement. Et moi, j'ai beaucoup plus que ça. Donc je vais vraiment bien. Et puis on est bien ici. On est à la campagne à 10 minutes de Paris. Avant qu'on plonge dans l'inconnu, est-ce que t'espères quelque chose de notre échange ? J'espère plein de choses parce que moi, j'aime bien les expériences. C'est une expérience différente. Je me suis pas mal exprimé dans les médias, mais jamais sous ce format-là, donc c'est un format complètement unique. Mais ouais, j'ai envie d'en connaître plus sur moi, d'aller me pousser dans mes retranchements sur certains points, et puis de parler de choses dont j'ai pas l'habitude de parler en général. Donc non, ça va être une belle expérience. Bon, top, et t'es au bon endroit. C'est super, je suis content de le partager. Pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser piocher, choisir un dé. Le vert ? Parfait. Et je te propose de partir au hasard, un lancer de dés direct. On va parler de la première thématique qui est l'amour. Ah, l'amour. Ah, l'amour. Moi, c'est l'amour de la vie. C'est l'amour de chaque moment. C'est l'amour de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque personne. C'est vraiment ça qui est important. Moi, je suis foncièrement vivant, foncièrement passionné, foncièrement amoureux de ce que je fais et je profite de chaque instant de ce que je vis. Donc ça peut être le café qu'on a pris ce matin, ça peut être j'ai été marcher, je dors très peu, donc j'ai été marcher tôt ce matin autour du Mont Valérien. Et voilà, d'avoir des oiseaux qui se posent, de se promener, de réfléchir, d'écouter des podcasts, de profiter de chaque moment en se disant j'aurai aucun regret, j'ai vécu tout ce que je voulais vivre. Donc, pour toi, l'amour, c'est de profiter à chaque instant. C'est l'amour de la vie, c'est la vie. C'est vraiment l'amour de la vie, c'est dire c'est génial. On a un passage et ma vie est géniale. J'ai fait en sorte qu'elle le soit, mais j'ai aussi beaucoup de chance pour qu'elle le soit. J'ai pas vécu de choses gravissimes comme peut l'avoir vécu des proches autour de moi. Perte d'un enfant, des choses comme ça. J'ai une vie super, j'ai des enfants super. J'ai tout ce qui fait que on peut être heureux. Et même s'il y avait des problèmes qui pouvaient surgir, je suis sûr que j'arriverai à en tirer des forces et à me développer pour le futur. Donc l'amour plus fort que l'adversité. Oui, l'amour plus fort que beaucoup de choses. Oui, l'amour c'est vraiment cette passion de dire voilà, c'est extraordinaire ce que j'ai eu la chance par opportunité, mais aussi je l'ai forcé d'aller dans des endroits fabuleux, de vivre des expériences fabuleuses, et donc je profite de ces moments-là et de faire en sorte que ce soit vraiment les plus beaux moments d'une vie. En quoi l'amour t'a transformé ? Transformé parce que historiquement j'ai perdu mon père assez jeune, j'avais 21 ans. Et ce qui est un âge assez compliqué pour perdre un papa. En plus, c'était vraiment, comme mes parents, personnes absolument merveilleuses. J'ai jamais vu mes parents se disputer.
quoi. C'est assez rare, et mes frères et sœurs non plus. On n'a jamais vu nos parents se disputer. Donc très charismatique, mais mon père passait plus de temps avec nos amis qu'avec d'autres gens. Il adorait être au milieu des jeunes et tout. Donc vraiment quelqu'un de charismatique. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, la vie, il faut vraiment elle peut être très courte. Il est mort à 55 ans. J'avais 21 ans. Il faut vraiment profiter. Donc il y a des choses qui vont être dures, mais faut pas rater ces moments-là. Faut pas rater les moments qu'on passe avec les gens. Parce que demain, ça peut être fini, quoi. Est-ce que l'amour t'a déjà coûté? Oh oui. Oui, oui. Elle t'a coûté quoi? Elle m'a coûté beaucoup d'argent. Elle m'a coûté la peur d'avoir perdu du temps ou d'avoir pas fait toujours les bons choix. Elle m'a coûté, mais malgré ça, je changerai pas une ligne. Je changerai pas une ligne. Quand tu dis ça m'a coûté le fait de perdre du temps. Oui, parce qu'on se dit, si on l'avait fait différemment, ou si on avait attendu un peu plus, ou si on n'aurait peut-être pas fait les choses de la même façon, mais on regrette pas parce que finalement, les moments étaient beaux, les instants étaient. Non, j'ai pas d'exemple comme ça. Enfin, non. Donc c'est le cheminement j'en reviens du coup à ce que tu dis, à l'amour de la vie au départ, qui fait que c'est plus fort et que quelles que soient en fait les décisions que tu as prises par amour, le temps que ça t'a pris, les décisions, fois des choses où tu peux te dire derrière, bon, était-ce la bonne décision ou pas? L'amour de la vie est plus fort. Oui, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Parce que finalement, c'est cette vie telle qu'elle s'est construite, elle était belle au global, quoi. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui détruit pas rend plus fort. Et tant que tu repasses ces différents moments, on est beaucoup plus fort. Moi, je suis beaucoup plus fort aujourd'hui que je l'étais à 20 ans, et je serai beaucoup plus fort dans 10 ans que je le suis aujourd'hui. Donc, non, là, c'est des étapes importantes pour se structurer, devenir quelqu'un de bien. Est-ce qu'à ton avis, j'entends cet amour de vie, mais est-ce que l'amour de soi, c'est une condition sine qua non pour aimer la vie? Moi, je pense que l'amour de soi, c'est hyper important. Hyper important parce que moi, je pense pas qu'on puisse aimer les autres si on s'aime pas soi. Donc la base, c'est pas de l'égocentrisme ou quoi que ce soit, c'est de dire si on n'est pas bien avec soi-même. Moi, j'aime bien être beaucoup avec les autres. Je passe beaucoup de temps avec beaucoup de gens dans mon métier. J'ai la chance de passer beaucoup de temps avec beaucoup de gens, des gens très différents. Mais j'aime beaucoup passer du temps avec moi-même. Et j'aime beaucoup la solitude. Moi, les plus beaux moments de mon existence, mis à part avec ma famille et mes enfants, mais c'est dans des endroits seuls au monde, sur une dune d'Abu Dhabi à 3h du matin pour voir le lever du soleil avec un guide seul dans les dunes avec 750 mètres de hauteur de dune. C'est en Martinique dans une propriété qu'on a seul dans la maison au milieu de la faune qui fait des bruits, des geckos, des petits lézards. Voilà, c'est des moments. Et ce matin pareil. Ce matin j'étais à 7h à l'ouverture du Mont Valérien, il y a relativement peu de personnes. T'es seul, t'es dans la nature, et c'est des moments uniques pour moi. Et moi, je pense que ça, c'est important, de pas avoir peur d'être avec soi-même. Moi, je vois beaucoup de gens dans mon métier qui ont peur d'être avec eux-mêmes, qui ont peur de passer du temps, qui angoissent le fait de pas être entouré, de pas avoir de bruit et tout. Moi, j'ai besoin de ces moments-là de bruit, mais j'ai besoin de ces moments d'intimité intérieure, de vivre des moments seuls. Aucun problème à vivre seul 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Zéro. Donc l'amour de soi au service de l'amour des autres. Absolument. L'amour de soi, je pense qu'il est sine qua non pour pouvoir donner de l'amour aux autres. C'est d'être bien avec soi-même. Et une fois qu'on est bien avec soi-même, on peut rendre le bien aux autres. Très chouette. Merci. Pour l'amour du hasard de la discussion, je te propose de relancer le dé. On part sur une deuxième thématique. 4. Et 4, on va partir sur la thématique. Alors, c'est marrant, de l'autre. L'autre. La relation à l'autre. La relation, moi, l'autre me passionne. Moi, chaque personne me passionne, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de les connaître, j'ai envie de... donc je pose beaucoup de questions comme toi dans ton métier. Voilà, j'adore, on verra à la fin sur ce que je fais, mais ça aide beaucoup. Vraiment s'intéresser aux autres, poser des questions, être bienveillant, rentrer dans la psyché de la personne, essayer de comprendre ce qu'elle a, m'aide à faire ce que je fais et m'aide à être performant dans mon métier. Donc moi, l'autre, j'adore. J'adore la société, j'adore sortir, j'adore voir des gens, tout en étant très bien, comme je le disais précédemment, seul avec moi-même, et il peut y avoir des moments vraiment où je suis seul. À qui tu demandes de l'aide quand ça va pas? Pas facile, parce que je demande rarement de l'aide. Ça va être quelques amis qui se comptent sur le doigt d'une main, mais c'est vrai que, d'abord parce que je considère qu'il n'y a pas grand-chose dans ce que j'ai vécu qui mérite d'avoir de l'aide. C'est-à-dire que je voyais un reportage l'autre jour sur des enfants de 14 ans qui montent des collines
avec du soufre, qui font le soufre fait la taille de leur corps et qui ont 10 ans d'espérance de vie. Ça, je pense que c'est... Moi, ma vie, c'est pas ça. J'ai eu plein de choses dans ma vie qui sont passées, mais il y a rien de suffisamment important qui nécessite le fait de dire j'ai besoin de beaucoup d'aide sur ce sujet-là. Il y a des moments compliqués, comme tout le monde, mais j'ai peu de gens, mais il y a quelques personnes, et puis des frères et sœurs, ma mère qui est encore vivante, mais je vais demander rarement de l'aide. Parce que je considère que j'ai pas vraiment besoin d'aide. C'est pas que j'ai pas besoin d'aide, mais j'ai pas vécu des choses suffisamment compliquées ou fortes qui nécessitaient une main tendue. Moi, je pense. Tu penses? Ouais. Tu penses que ce que tu traverses n'est pas assez compliqué pour pouvoir demander de l'aide? Ouais. Ouais, je pense que j'ai pas vécu aujourd'hui, et on pourra parler peut-être sur d'autres sujets de thématiques, ou voilà, et de gens que j'ai pu voir qui ont vécu des choses bien pires que moi, qui là, ouais, je pense que là, tu as besoin d'être vraiment aidé. Moi, je pense pas que j'ai vécu aujourd'hui des choses suffisamment fortes pour avoir besoin d'être aidé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a profondément surpris dans ton parcours, dans ta vie? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais, des gens qui se sont révélés, qui sont des gens que j'ai pu accompagner, qui d'un coup ont changé, ont développé des choses incroyables. Et puis, ou d'autres personnes, des enfants malades, des mères qui sont capables de rester 5 jours sans dormir, voilà, parce que l'énergie du corps, moi je crois beaucoup à l'énergie du corps, la capacité du corps à faire des choses incroyables, et donc de dire, voilà, mon enfant est malade gravement et je vais être à son chevet sans dormir, et sur les temps-là, présent, intimement lié à l'autre. Moi je pense que c'est des gens comme ça qui m'ont impressionné. Ils m'ont dit, ouais, l'être humain est capable de choses assez incroyables. Tout à l'heure, tu disais que tu allais beaucoup vers les autres, ouais, de par ta manière d'être et ton métier, pardon, que tu aimais beaucoup être seul. Ouais. Est-ce que tu as ressenti de la solitude en étant entouré? Oui, ça m'est arrivé, oui. Il y a des moments où t'as du mal, quoi, à complètement interagir avec ton écosystème, mais en fait, je trouve toujours de l'intérêt dans ce que je fais. Ouais, moi, je suis très curieux. Moi, j'ai une nature où j'ai besoin de découvrir en permanence de nouvelles choses. J'ai besoin d'être abreuvé de nous. Et donc, moi, je veux m'intéresser à aller plus loin, voir dans la personne des choses que les gens vont pas aller chercher, parce que c'est ça qui va m'intéresser. Et le truc différent, la passion, et c'est ça que je vais aller chercher. Donc, ça m'est arrivé, bien sûr, dans les soirées, tu peux être moins en forme et tout, t'as moins envie d'interagir, t'es moins à l'écoute, mais je vais souvent aller rechercher une personne qui est un peu un peu à part et tout, et essayer de lui poser des questions pour dire, voilà, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que t'as en toi, et puis à force de trouver des trucs, et là, les personnes, des fois, se révèlent, et en fait, il faut trouver, moi, je comprends pas les gens aujourd'hui qui font un métier qu'ils aiment pas. Ouais. Dans mon bureau, il y a une plaque en fer de Confucius qui dit quand tu adores ton métier, t'as pas l'impression de travailler aucun jour de ta vie. Bah, moi, j'ai vraiment l'impression. Moi, je travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an, tout en étant très présent dans les moments familiaux et tout, mais j'arrive, quoi qu'il arrive, même en vacances, à pouvoir travailler quelques heures par jour parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, un golfeur qui adore le golf, ça lui pose aucun problème de golfer tous les jours. Moi, ça me pose aucun problème de travailler tous les... Pas des jours où t'as besoin vraiment de repos, de prise de recul par rapport à ce que tu fais. Non, moi, au contraire, moi, ça me ressource, ça me renourrit, C'est le contact avec les autres, du coup. Mais c'est le contact avec les autres, puis avec leur histoire, et puis, on le dira tout à l'heure, on peut pas dire grand-chose, mais c'est la capacité à leur proposer un autre angle de ce qu'ils font aujourd'hui. Épanouir. Et les voir, tu vois, dire, bon sang, mais c'est bien sûr, ça me correspond. Et c'est ça, c'est trouver qui vraiment incarne la personne et lui permettre de s'épanouir dans cette chose-là. C'est hyper inspirant parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations vers l'autre. Et au final, quand toi, tu as un souci, il y a peu les autres vers toi. Oui, t'as raison, pas de jugement, toi. Non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est un très bon point. Ouais, t'as raison. Avec un moteur tellement fort à l'intérieur que paf, t'envoies. Ouais, mais tu reçois toujours. Moi, j'ai toujours dans 80% des cas, tu reprends des choses positives. C'est jamais quand tu donnes. Il y a 20% qui te redonneront jamais, ça on le sait. C'est les statistiques, mais il y en a 80% qui vont te redonner des choses. Et ça peut être des super moments, ça peut être une phrase, ça peut être un texto, ça peut être un coup de fil. J'étais à un événement il y a 2 jours. J'ai fait signer un livre à une personne que j'aime beaucoup intellectuellement, et elle m'a écrit un mot que j'ai pas voulu lire tout de suite, et qu'elle m'a écrit un mot superbe, tu vois. Et ce truc-là, tu dis,
Et on a peu échangé. C'est quelqu'un que j'ai vu quelques fois, mais on a peu échangé. Mais elle m'a mis des mots qui étaient top, quoi. Donc voilà. Et tu dis ça, c'est une façon de recevoir des choses. Et donc t'as dû donner des choses qui ont résonné et la personne te les a renvoyées par ce petit mot. On part sur une troisième thématique? Allez, Allez, vas-y, je te donne le nez. 5. Après l'amour, après l'autre, on va parler de la réussite. Qu'est-ce que ça t'appelle la réussite? Alors non, je vais commencer de manière très pragmatique. Pour toi, qu'est-ce qu'une journée qui est réussie? Une journée qui est réussie, c'est une journée où je vais faire plein de choses différentes. Moi, je déteste la routine. J'ai interdit à mes enfants de partir tous les ans à la même station de sport d'hiver. Ma femme et les enfants me disaient on va toujours à la même station, on connaît comme ça, on connaît les pistes, on sait le magasin de ski et tout. Et moi, je dis non, on va faire à chaque fois différent, chaque fois dans un contexte différent, parce qu'il faut pas s'habituer. Donc moi, j'aime pas la routine, j'aime pas quand c'est train. Alors on a une propriété familiale dans le sud-ouest où là, c'est un peu les racines, le cœur. Mais c'est le point d'ancrage qui permet de pouvoir après aller partout dans le monde, découvrir des choses nouvelles, découvrir des cultures nouvelles. Il faut pas rester là. Donc moi, une belle journée, c'est une journée où je vais faire plein de choses différentes. Donc voilà, ça va, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est voilà, des choses qui vont, c'est toujours autour de la même thématique, mais ça va être très différent en termes de mode de fonctionnement. Et là, je vais dire waouh, super. Là, j'ai appris, j'ai vu, j'ai compris, et je suis plus fort demain que je le serais hier. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu te sens vraiment utile? Oh oui, moi je me sens utile. Hein. Et là aussi, c'est à aider les gens à se révéler dans ce qu'ils veulent faire vraiment. De vraiment comprendre leur psychologie, leur proposer par rapport à mon métier quelque chose d'idoine qui leur permet de pouvoir aller plus haut, plus grand, plus fort. Ouais. Ouais, je pense que c'est pas, je dirais pas un don parce que ce serait un peu prétentieux, mais j'ai cette qualité-là de comprendre et puis j'ai envie. Donc je mets toute mon énergie, toute ma passion, tout mon enthousiasme sur cette volonté de faire réussir les autres. Et là aussi, c'est très dans les autres, mais là aussi, ça vient de mon père. Mon père était très dans le don et très dans le partage. Il nous écrivait des lettres, quoi. C'est un truc incroyable. Mon père, dès qu'on avait une conversation familiale, à la fin de la conversation, il nous faisait une lettre qu'il nous donnait, où il synthétisait les éléments qu'on avait partagés. Ça pouvait être sur l'engagement, l'honnêteté, l'amour, le truc, le machin. Sur des discussions qu'on avait et tout, et il nous écrivait des lettres. Et donc tu vois, en préparant ce podcast, j'ai relu des lettres de mon père sur des mots, voilà, et c'est assez rare, quoi. C'est joli. Ouais, c'était quelqu'un de charismatique, vraiment charismatique. Je sais d'où ça vient, du coup. Ta manière d'être, en fait. Oui, c'est forcément lié. Moi, je pense que tout est lié à l'enfance, tout est lié à ce qu'on a vécu, et oui. Et tes frères et sœurs sont dans la même bête? Oui, alors on est très différents. Moi, j'ai 3 filles aussi. J'ai l'impression que c'est 3 filles de trois couples différents, mais on est très différents. Mais oui, en fait, il y a un socle commun qui sont des valeurs. Et ça, les valeurs, c'est le cœur, quoi. C'est la racine, c'est le cœur. Et ça, quelle que soit la différence entre les frères et sœurs, on a tous ces trucs-là. Donc on sait que on va pas s'arnaquer, on va pas, voilà, on est. Alors, on peut s'entendre plus ou moins bien, mais on sait que, voilà. Il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun, il y a des racines, il y a des valeurs communes. L'engagement, c'était une valeur hyper forte pour mon père. Voilà. Si tu me dis que tu me tapes la main, c'est plus qu'au contrat. C'est plus que la signature, quoi. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis on y va. Moi, je me coupe un bras si je le fais pas, quoi. Donc, et voilà, mes frères et sœurs, c'est pareil. C'est qu'on sait que on se dit des choses, ça peut être fort, mais quand on se dit les choses, on les fait. Et une parole est une parole. Une parole est une parole. Et l'honnêteté, mais l'honnêteté pas dans l'honnêteté classique, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est le fait de dire voilà. Et puis le dernier point, c'est la bienveillance. La bienveillance, elle fait partie de tout ce qu'on fait. On se trahit pas, on est bienveillant. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. On est cohérent, on est aligné. Et ouais. Et même si, voilà, mais on le fait. Si on l'a dit qu'on le faisait, on le faisait. Pour toi, la réussite, elle vient à quel niveau? Parce que la réussite, c'est plein de facteurs différents. C'est le regard. Tu vois, j'étais à un événement il y a 2 jours. Il y a une de mes filles qui est venue. Je trouve que j'étais sur scène. Elle m'a vu dans un univers, là aussi je vais pas dire, mais dans un univers qui est proche du sien, qui a rien à voir avec le mien en plus. Mais voilà, il se trouve que j'avais des gens de son univers qui étaient à côté de moi. Et donc c'est le regard de ma fille, tu vois, sur ça c'est génial, quoi. Ça c'est
Et puis la réussite, c'est aussi dans ce que font nos enfants. Je veux dire, le voir réussir, performer, être robuste, costaud, dire non, je vais le faire, je vais le financer, je me prends en main. Tu te dis ouais, t'as réussi des choses quoi. Et drôle, c'est que là que tu parles de la réussite de tes enfants. Ouais, toujours. Mais mes enfants, ouais, c'est central, ouais, bien sûr. Ce que j'entends derrière le mot réussite, tu passes des valeurs de passation familiale. Oui. Et- Oui, la famille, c'est quoi, la passation familiale, c'est très important. Et qu'au final, c'est pas tant ta réussite à toi. Alors après, tu peux définir la réussite plein de vecteurs. Ça peut être une réussite sociale, économique, santé, d'épanouissement. Ça peut être familial. Non, c'est pas ça. Hein. Moi, c'est vraiment C'est la passation. Ouais, c'est la passation, c'est le relais, c'est le fait que voilà, cet état d'esprit, cette colonne vertébrale, elle soit transmise et que moi j'aurais appris à être très résilient. C'est un mot très fort aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, mais très résilient. Et quel que soit et ils vont vivre une vie qui est quand même beaucoup plus compliquée que celle que nous on a vécue. Et donc c'est de leur donner la capacité de pouvoir fort et pouvoir appréhender ce qui va se passer plus facilement. Eh ben, merci pour ces premières thématiques. Je commence mes phrases, tu les termines. D'accord. La personne qui m'a le plus marqué dans ma vie est... J'ai commencé la phrase, mais je dis pas... Et mon père, il y a une autre personne qui m'a beaucoup apprécié aussi, c'est mon parrain. Et ce qui est assez rare, mais c'est lui qui m'a permis de commencer ma carrière. Il m'a fait travailler dans une société qu'il dirigeait. Il m'a permis de partir à l'étranger grâce à ça. Et il m'inspirait beaucoup. Il était une personne très, très inspirante. Donc ouais, j'en ai deux, mon père et mon parrain. La dernière fois que j'ai cuisiné. Ah, hier, c'est moi qui cuisine à la maison depuis 30 ans, donc je cuisine tout le temps, je suis un passionné de cuisine et je trouve que la cuisine ça va bien avec ma personnalité parce que la cuisine c'est du don, donc là aussi c'est assez cohérent avec qui je suis, c'est que je cuisine jamais la même recette. Et du coup hier soir c'était quoi? Hier soir c'était quenelle au rochet que j'ai fait avec une sauce nantua voilà, mais je cuisine jamais la même chose. C'est-à-dire que même la recette que je vais reprendre, je la prends jamais. C'est-à-dire j'ai pas de recette, j'avais cru, mais je vais la réinventer, je vais la retravailler. Mais je déteste faire 2 fois les mêmes choses. Je déteste aller 2 fois dans le même restaurant. Je déteste aller 2 fois dans le même lieu, sauf les lieux racines. Et voilà, je vais changer. Mais ouais, la cuisine, c'est ma passion. À midi, on va dans un restaurant. Alors celui-là, c'est parce que tu avais des contraintes de timing, parce que tu étais un agenda très très chargé, très compliqué. Celui-là, c'est un classique. Alors il est amusant parce qu'il a beaucoup changé. Et là aussi, ça s'appelle le père lapin. Et à l'époque, pourquoi ça s'appelait le père lapin? Parce qu'on servait que du lapin. Et le patron, ce qui est aussi une personne que tu aurais pu, et qui est décédée malheureusement, que tu aurais pu interroger, il jouait aux échecs avec ses clients. Donc chaque table, il y avait un jeu d'échecs à côté de chaque table, et il venait pendant le repas, et tu faisais une partie avec le patron. Énorme. Ouais. Et il avait de table. Donc tu avais des tables, tu mangeais du lapin, et à côté, tu faisais une partie d'échecs, il jouait avec ses clients, et donc il battait tous ses clients tous les jours. Énorme. Si j'avais plus de temps libre, je ferais plus de choses. Et tu ferais quoi? C'est quoi plus de choses? Moi, c'est vraiment l'expérience. Donc moi, tu vois, par exemple, je suis en train de m'organiser une descente dans le Sud-Ouest en septembre où j'ai très envie d'aller voir l'Aviron Bayonnais parce que mon père a joué au rugby là-bas. Donc j'ai pas été depuis qu'ils sont remontés en top 14. Donc j'ai vraiment envie. Alors pour les puristes, ils vont m'en vouloir, mais je vais voir quelques corridas de la feria de la rentrée. Et voilà, donc je vais m'organiser un truc et puis je vais emmener ma fille qui vit dans le Sud-Ouest à Saint-Jean-de-Luz. Je vais l'emmener dans un restaurant en Espagne que j'ai repéré. Voilà, c'est ce truc-là, c'est d'aller faire des choses différentes, des moments et partager des moments avec les autres qui vont être ancrés, qui vont être des cailloux que je vais poser dans mon chemin. Parce que je te dis ça, parce que si je me souviens bien une conversation qu'on a eue, tu dors très peu. Ouais, je dors très peu. 4 heures de mémoire, ce qu'il avait dit, 4-5 heures par nuit, donc plus de temps libre si tu veux, c'est compliqué. Bah, je dis toujours, je travaille 20 heures sur 24, donc et 7 jours sur 7, ouais, donc je dors très peu. Alors pourquoi je dors très peu? Parce que j'ai étudié le sommeil, alors c'est pas bien en général, hein, mais j'ai un sommeil hyper profond, je fais beaucoup de siestes, micro-siestes de 8 minutes, un peu comme les navigateurs, et je dors très peu, ouais, et j'ai pas l'air fatigué, ouais, je récupère très vite et je récupère très bien. C'est-à-dire que là, je m'endors, je me mets allongé par terre. Dans 1 minute, je dors d'un sommeil très, très, très profond et très récupérateur. Donc voilà, j'ai étudié ça. Alors,
La contrepartie de ça, c'est que je rêve très peu. Parce que quand j'ai un réveil très profond, j'ai pas de sommeil paradoxal ou très peu de sommeil paradoxal, mais je récupère vite et donc ça me fait des journées plus grandes pour faire plus de choses. Ouais. Je t'en fais une dernière. Non, je t'en fais 2 dernières. L'erreur la plus importante que j'ai commise? Moi, je parle jamais d'erreurs, je parle de choses que j'ai appris qui me permettent Moi, je dis toujours, une erreur, c'est pas grave, c'est de la répéter qui est très grave. Donc C'était la définition de l'intelligence d'Einstein. ouais, c'est ça. Non, mais Einstein disait aussi, je note rien de ce que je peux retrouver en 15 secondes. Donc, oui, moi, je pense que l'erreur, c'est pas grave, elle fait partie du jeu. Et ce que je dis toujours, hein, beaucoup de gens de mon entourage, c'est pas grave, mais il faut pas la répéter et il faut vraiment. Je te fais la dernière. Quand je me vois dans le miroir, Je m'aime. c'est joli, hein. Non, mais quand je vois dans le miroir, je dis, c'est une belle vie, continue comme ça, continue à faire ce que tu fais, continue à donner, à transmettre et voilà. Et jusqu'au dernier moment, quel que soit le temps du moment. Eh ben merci pour ton retour. Mon dernier invité, m'a laissé une question pour toi. Il n'y a pas de hasard. Est-ce qu'il y a un marqueur personnel dans ton enfance qui est structurant dans ta vie d'adulte? Alors, c'était pas mon enfance, c'était mon début de jeune adulte, mais c'est la mort de mon père, bien sûr, qui est l'élément le plus pivot de mon existence, parce que c'est l'âge où tu commences à vouloir partager des choses un peu plus profondes que ce que tu as pu faire le passé. Tu te dis que c'est déjà trop tard et voilà, il avait une telle place, il prenait une telle place dans la maison et que c'est bien sûr c'est ce qui est très sûr. Et ce que je fais beaucoup depuis ce temps-là, ce long temps-là, c'est que je fais tout pour qu'il soit fier de ce que je fais. Donc Un hommage à ton père, oui, pour retransmettre à tes enfants. voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la transmission, comme tu disais. C'est faire tout pour dire, quand je me regarde dans ma glace pour faire la liaison avec ta question précédente, c'est est-ce que tu serais fier de moi, quoi. Et si je me dis oui, ouais, je suis fier, bien sûr. C'est joli. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te met vraiment en colère dans le monde dans lequel on vit? Oui, c'est le manque d'honnêteté, le manque d'engagement, le manque de droiture. Ouais, ouais. Moi, je te dis, tu donnes ta parole, la parole, et c'est ça, ça peut être les trahisons, ça peut être ça me met vraiment en colère. Ouais. Le fait de pas. Ça t'est arrivé souvent? Ça m'est arrivé, comme tout le monde, mais là, la différence avec le passé, c'est que là, je coupe. Ok. Donc là, avant, j'étais dans un mode, voilà, j'essaie de. Aujourd'hui, je coupe, c'est-à-dire que 3 choses peu importantes, mais pas alignées, c'est fini. Et une chose grave et tout, c'est fini. C'est-à-dire que je coupe vraiment parce que j'arrive dans la 2e, 3e partie de la vie, je veux vivre que des moments exceptionnels. Donc je veux plus perdre de temps et donc voilà, t'es pas honnête, tu m'as trahi, c'est fini. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul, ou le moment le plus douloureux que tu as traversé dans ta vie? Du coup, tu viens d'en citer un, mais surtout, quelles ont été les ressources que tu as utilisées, mis en place pour le dépasser? Moi, je suis très sur le développement personnel. Je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis un livre par semaine en moyenne. Donc, c'est dans la lecture, je vais aller chercher, je vais aller documenter, je vais aller lire, je vais par rapport à ça, voilà. Moi, je pense que les gens pensent toujours que le burn-out, c'est lié à la fatigue et au surtravail. C'est absolument pas le cas. C'est lié au surplein d'émotions non traitées. Et ben, moi, je vais traiter ces émotions-là. Donc, dès que j'en ai une, je vais travailler dessus, je vais essayer de comprendre, je vais me documenter. Le travail que je fais, c'est ça, c'est de dire, voilà, c'est cette phrase, c'est des trucs pas rend plus fort, donc comment je suis plus fort, comment je passe à travers, et puis après, c'est le relativisme. Du coup, c'est intéressant parce que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je l'entends, cette phrase, je la comprends, mais aussi, ça peut t'impacter. C'est-à-dire que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Si tu ne travailles pas, qui t'a impacté, je vais te le dégrader. Oui, mais je suis d'accord. Mais je vais le travailler et je vais me poser des questions et je vais dire comment je peux m'en sortir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais lire. Donc je vais vraiment travailler sur le sujet et justement pour sortir par le haut, pour dire voilà. Et puis après il y a une 2e notion qui est importante, c'est le relativisme.
moi, je considère qu'on a une vie, quoi, dans le monde occidental, on se plaint toujours, mais on a une vie absolument dinguissime, quoi. Quand on voit les photos de tous les jours de ce qui se passe dans les pays en guerre et tout, on n'a pas cette vie-là. On est heureux, on mange à notre faim, on est heureux, on voyage, on bouge, on fait la fête. Moi, on n'a pas raison de se plaindre. Moi, j'ai pas de raison je ne peux pas me regarder en disant, je vais me plaindre de, voilà, parce que un tel a pas été sympa ou parce que ceci, là. Donc, je relativise aussi beaucoup, et ce que j'essaie de transmettre à des enfants, c'est ça, c'est de dire, attendez, on se plaint pas, la vie elle est belle, on est né du beau côté de la pièce et on dit merci tous les jours, et moi je dis merci tous les jours, merci. Et au décès de ton papa, Ouais. quelles ressources clés t'as mis en place pour le dépasser justement ce moment? Bah, ressource clé, c'est là où les lettres étaient importantes, c'est le relire et se dire quelle était son essence même. Et donc, je te jure, j'en ai des dizaines. Voilà, quels étaient les mots, les phrases, les trucs, et dire voilà, ça, si je m'accroche à ça, en fait, il continuera à vivre à côté de moi. Et donc, il est à côté de moi tous les jours. Et voilà, tu m'as donné, je te remercie de l'occasion de pouvoir en lire quelques-unes et de m'en inspirer. Donc, non, c'est fort. Et est-ce que du coup le fait de relire les écrits de ton papa Ouais. à son décès, c'est ça qui a été le déclencheur? Parce que tu parlais d'aller lire, chercher quand tu passes un moment difficile, d'aller Oui, probablement. de lire pour dépasser, te nourrir. Oui, probablement. Oui, je pense que c'est lié. Oui, parce que l'écrit, c'est assez rare quand même qu'un père ou qu'une mère écrive à ses enfants. C'est assez rare. Et lui, c'était important parce que il était même assez rigide sur ses valeurs, quoi. Donc les valeurs, c'était important. Et donc, parce que les histoires de mes sœurs et leurs copains, leurs trucs, leurs machins. Et lui, il a rencontré ma mère, ils avaient 14-15 ans. Ils sont fiancés en cachette parce qu'à l'époque, c'était pas ensemble à 16 ans. Énorme. Et ils ont annoncé qu'ils se mariaient, qu'ils se fiançaient à 21 ans. Et ils ont vécu jusqu'à la mort de mon père. Voilà, donc ils sont connus qu'eux. Et je te dis, je les ai jamais vus s'engueuler, quoi. Mais même pas un mot. C'est-à-dire même pas une colère, même pas un reproche, rien. Donc oui, c'est ça, forcément que ça forge une famille, ça forge un. C'est hyper joli. C'est Ces valeurs de. Quelle est la question que tu aimerais poser au prochain invité? Ah, quelle est la question que je vais poser au prochain invité? C'est à l'heure où il fera le podcast, est-ce qu'il considère qu'il a réussi sa vie? Ok, ce sera la question au prochain invité. Tu pourras écouter sa réponse dans l'épisode. Ah bah oui, maintenant je vais être un fan. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un que tu aimerais mettre en lumière? Les seules personnes que je veux vraiment mettre en lumière, c'est mes filles. Donc voilà, parce que elles sont toutes les trois extraordinaires. Parce que donc ouais, c'est de les mettre en lumière. Donc il y en a une qui travaille dans l'hôtellerie, l'autre qui fait du cinéma, et la troisième qui va être philosophe. Donc on a vraiment une diversité assez rare. Et voilà, elles ont des belles âmes, comme je dis. Comment elles s'appellent, leurs prénoms? Elles s'appellent Émilie, Fanny et Pauline. Émilie, Fanny, Pauline. On vous passe un petit bonjour, si jamais vous écoutez. Ah, je pense qu'elles vont écouter. Comment tu te sens là? Super bien. Ah, mais ça remémore beaucoup de choses, donc ça bouscule à l'intérieur, mais bien, parce que la vie est belle, quoi. Vraiment, moi, la vie est vraiment belle, quoi. Moi, c'est chouette. Je suis content de jouer à vous, auditeurs, vous pouvez pas le voir, et moi je vois un peu de l'émotion dans les yeux de mon invité. C'est joli à regarder. Quel titre tu souhaites pour notre épisode? C'est un titre d'un objet qui est à côté de toi, qui est un maquila, qui est un bâton de berger basque, dans lequel tu peux graver, ça se fabrique en 18 mois, tu peux fabriquer ta devise, et ma devise est dessus. Et ma devise, c'est take it now. C'est-à-dire, prends tout de suite ce qu'il y a à prendre. Et moi, ça a toujours été ma philosophie de vie, c'est-à-dire que dès que j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait. Et voilà, et je préfère avoir des remords que des regrets, donc je fais les choses. Et donc voilà, donc c'est quelle est la prochaine expérience, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de le vivre. Et si j'ai envie de le faire, je me pose pas de questions, je fonce. Et après, je me dis, j'aurais dû le faire peut-être différemment, mais je l'ai fait. Et moi, je dis toujours, cette phrase que j'aime bien, c'est que ne pleure pas parce que c'est fini, souris parce que tu l'as fait. Et moi, c'est ça, c'est voilà, ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris. La note, parce qu'elle est très belle, ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que tu l'as fait. Et voilà, et moi, je souris parce que je dis, voilà, je l'ai fait, ça. C'est hyper bon, ne pleure pas parce que c'est fini, mais souris parce que tu l'as fait. Take It Now, premier titre en anglais depuis 77 épisodes, si je dis pas de bêtises.
Let's go. Take it now. Je vais te poser la dernière question, qui n'est pas forcément la plus simple. Qui es-tu? Je suis un homme honnête dans son époque, fier de ce qu'il a accompli et envieux et excité à ce qui va vivre demain. Donc c'est vraiment ça que je suis. J'ai plaisir à être où je suis aujourd'hui. J'ai plaisir à être de la façon que je suis. Voilà, je profite de chacun des moments. Ça a toujours été le cas? Ouais, souvent. Ouais. Mais là aussi, c'est lié aux valeurs, à la famille, à ce qui a été transmis. Mais moi, je considère que j'ai une vie extraordinaire, quoi. Et c'est pas parce que j'ai de l'argent au sol. J'ai une vie extraordinaire de moments, de rencontres, de gens. Voilà, je souhaiterais, parce que je le vis intensément, je souhaiterais à tous les gens de vivre la même vie que je vis, et je peux me contenter de choses hyper simples. Voilà, je suis en train d'acheter un chalet à la montagne. Voilà, je vais monter, je vais passer une journée à 2000 mètres et seul et regarder les marmottes et tout, et ça me donnait un plaisir immense. Et je pense qu'on est un peu déconnecté de ces moments simples et authentiques. Et moi, et voilà, puis après, je vais redescendre, voir plein de gens, discuter. Mais c'est par l'action. Ouais, C'est parce que ça vient pas comme ça. non, ça vient. Alors après, c'est vertueux. Hein, c'est que tu donnes, comme tu disais tout à l'heure. Donc moi, j'ai beaucoup d'appels entrants et de gens qui viennent vers moi parce qu'à force de donner, les gens s'en souviennent et voilà, des gens qui me rappellent plusieurs années après, plusieurs mois après, et voilà, et donc c'est très riche et ça je changerai pour rien au monde. Moi je veux pas de retraite, surtout pas de retraite. Ouais, parce que toi, en fait, pour toi c'est une activité, c'est pas un travail. Oui, c'est pas un travail, mais oui, mais je vais pas m'arrêter parce que j'ai tellement vu de gens qui se sont arrêtés, qui en 3 ans de temps ont complètement décliné, sont devenus. Moi, je veux pas vieillir. Moi, j'ai 20 ans dans ma tête et j'ai 20 ans depuis plusieurs dizaines d'années. Et voilà. Et je garde cet esprit-là. Et parce que c'est important pour moi et je veux rien rater. Je veux pas tomber dans un autre truc. Et puis, oui, c'est même pas une activité, c'est un loisir. C'est mon loisir, mais mon loisir très prenant, mais mon loisir. T'as pas décliné ton identité. Ok. Est-ce que tu veux la garder? Est-ce que tu veux... Non, je veux bien la donner. Je m'appelle Guillaume Dupois, j'ai 58 ans. Et 20 ans dans la tête. Et 20 ans dans la tête, chef d'entreprise depuis 14 ans, après avoir travaillé 22 ans dans des très grands groupes français, anglais, américains, des postes de direction marketing et commercial. Et j'accompagne depuis 14 ans des entrepreneurs, parce que j'ai eu une expérience entrepreneuriale, et des startups, des scale-up, des fonds d'investissement, des incubateurs, accélérateurs. Voilà. J'ai la chance de voir passer 300-500 projets par an, et j'en accompagne entre 25 et 50 en France et à l'étranger. Et voilà, je me nourris de gens passionnants qui peuvent être parce que j'ai beaucoup d'engagement dans l'entrepreneuriat féminin, sportifs de très haut niveau, des entrepreneurs hier. J'étais à un gros événement entrepreneur d'un réseau qui s'appelle Les Premières, où il y a beaucoup d'entrepreneurs en France entière. Et voilà, je les accompagne pour les aider à performer dans leur activité et surtout de se rémunérer parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vivre de leur entrepreneuriat. Et donc les aider à tenir une contribution financière à leur investissement temps qui est souvent très très important. Passionné par ce que je fais, passionné par les gens que je rencontre et passionné par les réussites qu'on peut avoir sur plusieurs dossiers. Qu'est-ce qui t'a fait passer du salariat du coup à l'entrepreneuriat? Le fait de l'avoir expérimenté, c'est-à-dire j'ai eu la chance de partir avec un de mes patrons on a retourné une boîte en 2 ans et demi qui a été vendue juste après et voilà. Et donc c'est le passage on est arrivé dans une boîte qui perdait beaucoup d'argent et en 2 ans et demi, on a retourné l'affaire. Il y a 400 projets. On était vraiment dans un mode entrepreneurial. On était 2 à bord et on gérait tout ça. Et j'ai vécu ça et j'ai dit, est-ce que je repars dans les grands groupes? J'avais plusieurs offres. Ou est-ce que je fais autre chose? Je me suis dit, cette expérience, je peux pas la laisser seule. Il faut que je la transmette à d'autres. Et j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai eu plein de vies. J'ai monté un incubateur moi-même. Voilà. Donc et aujourd'hui, je me nourris et j'interviens dans plein d'endroits différents, dans plein de réseaux différents où je vais accompagner des entrepreneurs, notamment sur la levée de fonds, le financement. Ce que je me suis dit, pour pouvoir se développer, il faut 2 pieds. Il faut d'un côté faire des ventes, c'était mon métier, marketing de vente, et de l'autre côté avoir assez au financement. Donc je me suis formé dans les 2 premières années de mon activité sur le financement. Et maintenant, j'aide les gens à aller chercher sur les 2 pieds, trouver des clients et aller faire sur le financement pour se développer, pour accélérer. Accélérer le développement. Ouais.
Très chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête que tu souhaites rajouter avant de conclure? Non, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça intéressera des gens qui se retrouveront dans mes propos. Et je souhaite tous et toutes de vivre la même vie que j'ai eu la chance de vivre. Alors, je vais juste rebondir, je vais te poser une dernière question. Quel conseil tu peux donner à une personne qui n'est pas dans une position favorable, qui vit quelque chose de complexe, professionnellement ou personnellement? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? J'ai 2 conseils et c'est toujours les conseillers sur les moins bons payeurs, mais je dirais, oui, il faut probablement aller chercher un peu d'aide à l'extérieur, et donc des gens qui vont être à l'écoute, qui vont les aider, moi, je vois en 14 ans d'entrepreneuriat qu'il y a eu une dégradation globale sur 14 ans, quoi, si je le prends de façon linéaire, des gens, les gens sont beaucoup plus fragiles aujourd'hui et tout. Donc, moi, je travaille aussi sur la personne avant de travailler sur le projet. Donc, c'est d'aller se faire aider, remotiver, trouver des gens qui vont vous aider à passer le cap. Et j'ai eu la chance de pouvoir aider certaines personnes dans ce cadre-là. Et puis, deuxièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est relativiser en disant, oui, c'est dur, c'est compliqué. Mais je vois que tu as un t-shirt de quelque chose que je connais très très bien parce que qui s'appelle Les Invincibles. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer Olivier Goy 2 ans avant qu'on lui annonce qu'il avait la maladie de Charcot. Et c'est quelqu'un qui depuis près de 4 ans maintenant se bat à lever 3,5 millions d'euros pour l'Institut du cerveau. Et il fait des choses incroyables. Et quand vous lui dites aujourd'hui c'est quoi, il vous dit une journée de plus parce qu'il sait que l'échéance va arriver un jour. Et donc voilà, quand j'ai cette personne-là et je déjeune avec lui, je me souviens très bien en bas des Champs-Élysées, dans le 8e, dans un japonais, je travaille avec lui après au bureau sur 2 sujets que j'apprends la maladie. Moi, je relativise tout de suite, je dis. Et ces gens-là n'ont pas un petit truc en plus, ils ont un gros truc en plus. C'est-à-dire que c'est ça. Je me souviens aussi d'un voyage à Lourdes avec quelqu'un qui buvait à la paille depuis qu'il était né et qui avait une pêche et je me disais mais voilà, ces gens-là, donc c'est relativisé parce que Olivier parle plus, Olivier se déplace plus seul, même si son cerveau fonctionne absolument parfaitement bien, mais voilà. Et quand je vois ça, je dis aux gens relativisez parce que voilà, vous n'avez pas la maladie de Charcot, vous n'avez pas perdu d'enfant, vous n'avez pas donc il y a des choses pires et oui, il y a des moments compliqués, faites-vous aider, vous allez trouver des gens et il y a des gens qui sont là pour pouvoir vous aider, mais regardez autour de vous, il y a quand même des gens beaucoup plus malheureux que vous et malgré ça, c'est des gens qui vous donnent une claque en termes de mode de vie parce que Olivier, même s'il ne parle pas, vous voyez dans ses yeux, il a une magie, il a une puissance extraordinaire. Il dit un jour de plus. D'ailleurs, si je vous invite à aller voir l'association qui s'appelle Les Invincibles, connectez-vous au compte d'Olivier et vous allez voir toute l'actualité. Olivier Goy, J-L-E-Y, et ils font énormément de choses. Et Olivier, il a 14 000 idées à la seconde. C'était son métier de lever des fonds et il vient de lever seul avec sa femme et ses enfants 3,5 millions d'euros. Quoi, seul, pas seul parce qu'il y a beaucoup de gens autour de lui, mais voilà, avec sa force de caractère, son métier, il en fait une cause, un combat, en sachant que et ça c'est vraiment le don de soi, c'est que c'est pas pour lui, parce que c'est qu'il en bénéficiera pas, mais c'est pour les autres. Et donc là, la barre est haute. Ouais. Et donc voilà, donc vive les Invincibles et vive Olivier et ses enfants. Et pour en revenir, quand il y a quelqu'un qui a une problématique dans sa vie, aller vers autrui pour pouvoir se faire aider et relativiser. Ok. Sur ces belles paroles, est-ce que tu vas rajouter une dernière chose, Guillaume, avant de clôturer? Je dis à tout le monde, take it now, prenez votre chance, lancez-vous et faites du bien autour de vous et soyez bienveillants, vous allez voir que la vie va être belle. Eh bien, sur ces bonnes paroles, merci Guillaume. Merci à toi. Si cet échange vous a touché, laissez une trace via un commentaire, des étoiles ou un partage simplement à vos proches et à votre communauté. Rendez-vous mardi prochain pour rencontrer un ou une nouvelle invitée. D'ici là, prenez soin de vous. Merci Guillaume. Merci à toi. Merci Arnaud.